Bonsoir tout le monde. On va pouvoir démarrer. Alors, il faut juste que j'ai l'impression qu'il y a un petit écho. Ah oui, c'est juste que je coupe ce son-là. Bonsoir tout le monde. Alors, 19h pile poil, on va pouvoir démarrer doucement. Merci beaucoup à toutes et tous d'être connectés à l'heure. Pour ce soir, on va donc parler d'agriculture et d'alimentation. Comme d'habitude, je vais commencer par faire un petit récapitulatif du fonctionnement du webinaire, des petits rappels sur le pacte pour la transition, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet avec ce soir 3 intervenants. Je me suis pas présentée d'ailleurs, moi je suis Aliette et donc je suis salariée du pacte pour la transition, et avec moi Marie ce soir. Bonjour. Alors, donc le fonctionnement du webinaire, c'est très simple. Je pense que certains d'entre vous ont déjà participé. La première partie, la première moitié, donc à peu près jusqu'à 19h45, sera consacrée à des présentations un petit peu descendantes. Et la deuxième moitié sera exclusivement consacrée à éventuellement des partages d'expériences de votre part en lien avec le sujet de ce soir, et éventuellement des questions que vous pourrez poser soit par écrit, soit éventuellement par vidéo si on a le temps, mais préférentiellement via le chat. Donc pour poser des questions, il suffit de cliquer sur « Converser » en bas de l'écran. Et il faut bien être attentif au fait de s'adresser à tout le monde quand vous posez des questions pour qu'on puisse tous voir les questions des uns et des autres. Voilà. Alors, je commence tout de suite avec les présentations sur le pacte. Alors, on va se mettre en partage d'écran. Hop. Alors, est-ce qu'ici je peux faire diaporama? Je pense que c'est là. Yes, merci Marie. Voilà, super. Alors, donc le pacte pour la transition, je vais aller assez rapidement, je pense que c'est des rappels pour tout le monde. Je vais me concentrer sur les nouveautés. Donc c'est un projet qui est porté par aujourd'hui un peu plus de 60 organisations au niveau national. Donc il y a encore des nouveaux partenaires qui nous rejoignent, notamment depuis le lancement presse qu'on a fait fin novembre dernier. Voilà, donc on est de plus en plus nombreux derrière ce projet et c'est chouette à voir. On est aussi de plus en plus nombreux dans les communes et c'est ça le plus important. Il y a aujourd'hui des personnes signalées, mobilisées sur le pacte dans un peu plus de 1600 communes. Donc ça va assez vite. Et sur ces 1600 communes, on estime qu'il y a environ une centaine de collectifs qui sont vraiment actifs et qui agissent sur à peu près 500 communes. Parce qu'il y a pas mal de collectifs, comme vous le savez, qui agissent sur plusieurs communes, souvent au niveau de l'intercommunalité. Le pacte pour la transition, vous savez toutes et tous que ce sont 32 mesures et 3 principes que vous pouvez retrouver sur le site pacte-transition.org. Et ces mesures, elles sont applicables à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité et elles sont portées par les habitants qui se constituent parfois en collectif et qui partent souvent des associations locales déjà engagées dans la commune. Mais il y a aussi des nouveaux collectifs qui se forment sans préexistence d'une association sur le sujet de la transition. Les pactes en amont des élections municipales ont vocation à être signés. On va de plus en plus insister sur ce volet-là. Et on a commencé à vous parler d'un formulaire qui va vous permettre de remonter ces informations de signature. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la signature d'un pacte, sur le processus pour nous faire remonter ces informations-là sur le site, dans la section ressources, puis communiquer. Il y a tout un petit article qui vous expliquera comment est-ce qu'il faut fonctionner. L'idée, c'est qu'il faudra imprimer la fiche des 32 mesures, que là aussi vous pourrez trouver dans les ressources du site, la faire signer par quelqu'un de votre collectif et par une liste candidate, en cochant bien les mesures sur lesquelles la liste s'engage, ainsi que les niveaux d'ambition correspondants. Il faudra qu'il y en ait au moins 10. Puis, remplir un formulaire, nous envoyer une copie de la photo, enfin de la fiche des mesures qui aura été signée. Et puis, à ce moment-là, nous, on pourra communiquer sur ces signatures. L'idée, c'est qu'on puisse rendre visibles ces signatures pour l'utiliser comme un objet pour interpeller au niveau national les candidats. Et puis que plus vous êtes nombreux à nous faire remonter les infos, plus nous, on aura des chiffres intéressants
pour que la presse ait envie de reprendre ces informations-là et que ça soit connu et qu'on puisse ensemble faire pression pour qu'un maximum de candidats s'engagent et que derrière les mesures soient mises en œuvre. Je pense que là aussi, vous l'avez tous en tête. L'idée, c'est que les collectifs soient vraiment indépendants des listes et donc qu'ils aillent faire signer les mesures par plusieurs listes dans la mesure du possible, hein, évidemment. Mais qu'en tout cas, on ne se concentre pas sauf bien sûr dans les communes où il n'y a qu'une seule liste, mais qu'on ne se concentre pas sur la liste écolo de la commune. Les objectifs, je pense que vous les connaissez, démultiplier les dynamiques locales, citoyennes et en co-construction avec les élus en faveur de la transition écologique, sociale et démocratique, faire connaître les solutions et partager les retours d'expérience et favoriser l'évolution des pratiques démocratiques locales. Tout ça, bien sûr, pour répondre aux urgences que vous connaissez. 3 principes doivent accompagner les signatures de pacte, ce sont les principes A, B et C que là aussi vous retrouverez sur le site. Et ils doivent toujours faire partie de la signature d'un pacte. Les 32 mesures sont disponibles sur le site, qui vous permet aussi, via la page S'engager, d'accéder à la carte avec l'ensemble des collectifs locaux, d'accéder à tout un tas de ressources documentaires et éventuellement d'entrer en contact avec les autres collectifs près de chez vous, puisque si vous cliquez sur un point de la carte, vous pourrez accéder à l'adresse mail de contact du collectif. Et nous, l'équipe salariée du Pacte pour la transition, on est là aussi pour vous accompagner, vous soutenir. On vous écrit très souvent pour vous donner des informations. Tous les mois, on se retrouve pour un webinaire. Il y a beaucoup de fiches techniques et de ressources documentaires. Il y a aussi un groupe Facebook qui permet à chacun de partager des infos sur ce que vous faites au niveau local pour que d'autres puissent s'en inspirer, qui vous permet aussi de poser vos questions éventuellement. Et puis, il y a aussi des rencontres qui ont lieu très régulièrement sur le territoire. La première ce soir, ça date c'est un support qui a été, c'est moi qui fait une petite coquille. Il y en a eu beaucoup des rencontres locales et elles sont toutes celles dont on entend parler. Elles sont listées sur le site internet dans une actu dédiée. Voilà pour les petits rappels sur le pacte. J'arrête le partage d'écran et maintenant je vais céder la parole à Marie qui va vous en dire un peu plus sur le programme, sur la thématique de ce soir. Oui, du coup, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ouais, juste pour faire pour amener nos experts du jour. Du coup, aujourd'hui, on a choisi d'axer ce webinaire sur la thématique agriculture et alimentation avec ce titre qu'on a voulu un peu choc, qui veut la peau des cantines bio. Du coup, pour vous apporter des informations et des leviers à ce sujet, on a du coup 3 experts avec nous ce soir. On aime bien les qualifier d'experts. En premier, on a Damien de Terre de Liens qui va nous parler du foncier agricole principalement, avec l'outil parcelle notamment, il vous en dira plus tout à l'heure. Ensuite, on a Laure de chez Greenpeace qui va davantage nous parler du volet cantine et de comment ça fonctionne et de ce qu'il est possible de faire dans nos communes. Et ensuite, on aura Estelle de faire un monde équitable. Pardon Estelle, j'ai oublié la suite. Pour nous parler de commande publique responsable. Du coup, ils vont tous les 3 exposer leur partie à la suite. Et c'est une fois que Estelle, la dernière, aura fini sa présentation que vous pourrez poser vos questions vis-à-vis de ces 3 sujets, enfin de ce grand sujet, et aussi partager vos expériences si vous en avez. Voilà pour le programme de ce soir. Du coup, là, si ça marche, on va donner la parole à Damien en l'autorisant à parler. Voilà. C'est à toi, Damien. Merci, c'est fort sympa de votre part de m'autoriser. Bonsoir à toutes et tous. Donc oui, je m'appelle Damien Roumet, je travaille à Terre de Liens, la fédération. Terre de Liens, rapidement, donc c'est une structure qui existe depuis 15 ans, qui est constituée d'un réseau associatif dont je suis salarié, et puis d'une fondation et d'une foncière qui sont des structures qui permettent d'acquérir du foncier agricole pour ensuite le mettre à bail à des paysans bio notamment.
exclusivement d'ailleurs. Et puis on travaille au-delà de ça avec les collectivités territoriales et on accompagne également les porteurs de projets agricoles, les cédants, etc. etc. Pour une présentation ultra synthétique de Terre de Liens, mais dont je suppose que vous êtes, sinon des experts, au moins des adhérents de votre association locale. Si ce n'est pas le cas, c'est toujours l'occasion. Du coup, des 10 petites minutes me concernant, enfin pour nous trois, sur les sujets agricoles et alimentaires. Donc, il y a 3 éléments dans mes 10 minutes que je suis censé vous apporter au mieux. Donc, on va tenter de faire ça. Je vais partager mon petit écran pour vous montrer ça. Et ce n'est pas ma boîte mail en tant que telle que je vais vous faire voir, mais zut, ouais, c'est bon. Voilà. Commencer par Parcel. Parcel, qui est un petit outil de sensibilisation que vous pouvez utiliser dans différents endroits, lieux, voilà, pour pouvoir poser des questions aux élus, aux habitants également. Parcel, donc c'est pour une alimentation résiliente, citoyenne et locale. C'est un projet qu'on a mené depuis plusieurs années avec 2 partenaires qui sont le BASIC et la FNAB. Le BASIC, c'est Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne, qui, vous avez sûrement déjà vu passer certaines de leurs études. Ils ont pour principale activité la réalisation d'études pour identifier les chaînes de valeur dans les filières. Ils avaient fait notamment une étude sur le lait, mais aussi sur les maillots de foot ou sur le cacao, par exemple. Et puis la FNAB, que je ne présente pas non plus, qui est le groupement des agribio en France. Donc, ces 3 partenaires qui ont constitué cet outil. Au tout départ, il vient de Normandie, Terre de Liens en Normandie. Il répondait à 2 besoins. Pardon. Le premier, c'était la difficulté, lorsque l'on discutait avec des élus et des techniciens, de mettre au cœur de leurs problématiques et de leurs enjeux la question du foncier agricole. C'était un peu risqué politiquement pour eux, compliqué, complexe. La propriété, c'est pas du tout l'affaire des élus, des collectivités, et ça doit être le seul sujet des agriculteurs et de l'État. Si je résume, c'est un petit peu le contexte voilà plusieurs années. Du coup, il y avait une vraie difficulté à inciter, engager les élus et les collectivités dans des transitions agricoles et alimentaires qui passent par forcément le pouvoir d'aménagement dont ils sont récipiendaires en tant que collectivité territoriale. Donc, il y avait un intérêt vraiment à pouvoir réussir par le levier de l'alimentation, par la question de l'alimentation territoriale, à tirer le fil jusqu'à la question foncière qui est essentielle. Sans terre, pas de paysans, sans paysans, pas d'alimentation. Je ne vous fais pas le schéma plus dans le détail, mais c'est assez basique à comprendre d'une certaine manière. Le deuxième besoin, c'était aussi pour pouvoir sensibiliser les paysans et les agriculteurs finalement, parce que on se gargarise régulièrement la ferme France nourrit le monde. Par contre, au-delà de ça, qui, quoi, comment, où, personne n'a d'idée précise pour pouvoir répondre à cette question-là, excepté les paysans qui sont exclusivement en AMAP, qui peuvent savoir en effet qu'est-ce que permet de nourrir leurs exploitations. Voilà, ça c'était pour l'introduction très rapide. Le principe général de Parcel, c'est du coup de combiner, d'associer deux grands leviers, enfin deux grandes boîtes, on va dire. D'une part, la production et d'autre part, forcément, la consommation. Donc, il n'y a rien entre les deux. Donc, on est sur des potentiels, sur des ordres de grandeur. Mais donc, on fait rentrer à la fois des questions sur les territoires, les types de population. On a 3 leviers de durabilité sur lesquels on peut jouer dans cette application qui s'appelle Parcel. Tout ça, ça rentre dans le petit calcul et ça nous sort 3 grands ordres de grandeur, 3 grands items d'impact, à la fois sur les surfaces agricoles, les emplois agricoles impactés et l'impact écologique. Si vous voulez plus de détails par rapport à l'ensemble du moteur de calcul qui est associé, vous pourrez regarder ici dans méthodologie de calcul. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin ici parce notre temps est compté. 2 parcours. Le premier, on rentre par un territoire, donc ça va sûrement vous intéresser particulièrement celui-ci. Le deuxième, c'est l'inverse, on part d'une surface. Donc, on peut dire à partir de 10 000 m² à 6 000 hectares, je ne sais quoi, qu'est-ce que l'on pourrait nourrir par rapport à cette surface et ses productions derrière, donc par rapport aux 2 enjeux que je vous disais qui étaient les besoins initiaux.
Donc, on va le faire tourner vite fait. Donc, moi, je vis dans la Drôme, mais je suis berruyer au départ. Donc, j'aime bien toujours faire un petit peu de pub pour le Berry. Donc, on rentre ici Bourges. On peut rentrer aussi les agglos. C'est raccroché du coup à la base de données des EPCI, voire des PNR, des parcs naturels régionaux, si vous le souhaitez. Donc là, on fait tourner pour Bourges. L'écran suivant, on nous demande quelle est la part de la population que l'on souhaite, pour laquelle on souhaite relocaliser l'ensemble de l'alimentation. Donc, on peut le faire avec toute la population du territoire, et après, on peut même avoir des éléments plus précis, donc qui peuvent être intéressants, notamment sur les éléments qu'on verra plus tard avec Laure et Estelle sur les établissements particuliers. On peut faire tourner par rapport à une école, un hôpital, un EHPAD, etc., voire un groupe de personnes pour des foyers. Mais là, on va faire tourner avec l'ensemble de la population du territoire de Bourges. Alors là, c'est moi qui avais fait bouger, mais normalement, on part à 8%. Voilà, là, on ne peut pas le faire bouger moins parce qu'aujourd'hui, c'est la surface agricole utile du département du Cher qui est dédiée en bio, qui est à 8%. Donc, on se dit qu'on ne va pas baisser. Par contre, on pourra augmenter. Et puis, on a 3 options aussi dans notre régime alimentaire. Le régime actuel, et puis si on réduisait la part des produits animaux de 25 ou de 50% environ. On garde les premières hypothèses, on fait tourner, on va se retrouver avec nos trois principaux résultats en termes de surface agricole, d'emploi agricole et d'impact écologique. Donc les impacts écologiques, là, ils ne sont pas bougés parce que je n'ai pas bougé justement les 2 paramètres qui ont un impact aujourd'hui, qui est posé, fiable, qui est sur lequel il y a un consensus scientifique également, qui sont du coup les 2 autres variables et non pas la seule relocalisation, et donc le régime bio ou non bio et le régime alimentaire. Donc là, ces données-là, c'est si jamais l'ensemble de la population de Bourges consommait local, cela demande de mobiliser près de 24 000 hectares. Cela permettrait la création, c'est un potentiel d'emploi agricole de 360 emplois agricoles et des impacts écologiques à faire bouger par la suite. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour passer tout ça. L'idée là, c'est qu'il y a des ordres de grandeur à la fois sur à quoi ça correspond ces 24 000 hectares et aussi par rapport à la surface de Bourges en tant que telle, qui sont ces 2600, et du département, parce qu'on voit bien tout de suite que ça incite forcément à engager des solidarités interterritoriales. C'est un élément très important aussi comme résultat de parcelles. Et ensuite, on a, en fonction de 4 grands produits, la répartition des surfaces, ensuite des écrans de détail dans lesquels je ne vais pas, je vous inviterai à rentrer là-dedans. Ensuite, on a la même logique par rapport aux emplois agricoles, avec aussi des éléments de détail et des ordres de grandeur et des surfaces qui peuvent donner des chiffres qui permettent de replacer dans le contexte. Et puis aussi, bien sûr, le domaine de validité, et les différentes sources statistiques qui ont été mobilisées et comment est-ce qu'elles ont été mobilisées. On essaye de le faire le plus transparent possible, cet outil. C'était un point important. Et puis, les impacts, donc, ici, on ne les aura pas, il y a 0, parce que comme je vous le disais, on n'a pas bougé nos deux éléments. Par contre, si on demande en effet de faire, non seulement on relocalise 100%, mais en plus, on veut tout du bio. Et puis, donc là, on voit bien qu'on a des éléments qui arrivent. Par exemple, on réduit de près de moitié la disparition des espèces par hectare. Et puis ensuite, lorsque l'on réalise aussi avec les éléments sur le régime alimentaire, ça permet aussi de faire bouger en live nos différentes données et également les surfaces et les emplois. Voilà en gros, pour une présentation ultra synthétique. Donc, l'idée, c'est il est libre de droit, il est gratuit, donc vous pouvez le faire tourner, sortir les chiffres qui vont bien par rapport à vos communes, à vos collectivités dans lesquelles vous engagez la campagne du pacte. Et puis les collègues salariés bénévoles de Terre de Liens qui peuvent aussi vous appuyer un peu plus par rapport à ces problématiques-là, de voir comment est-ce qu'on les utilise et comment est-ce qu'on peut le faire tourner également. Voilà pour la présentation succincte de Parcelles. Usez-le, abusez-en, n'hésitez pas du tout. C'est vraiment, il est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à l'utiliser dans tous les sens, le faire tourner de tous les côtés. Et puis à nous interpeller s'il y a des problématiques ou des questions que cela vous pose. Pour ne pas trop exploser mon temps, je voulais quand même vous dire 2-3 mots sur
En effet, les terres agricoles en tant que telles, pour Terre de Liens, nous, dans nos actions de plaidoyer, on dit bien qu'il faut préserver les terres et la partager également. Préserver, arrêter de la bouffer, de la bétonner, bien sûr, si on veut continuer à nous nourrir. Et puis la partager, c'est nécessaire également pour l'installation notamment d'agriculteurs, d'agricultrices en agroécologie. Ce qui est le projet de Terre de Liens, et on sait bien que c'est bien compliqué pour des personnes non issues du milieu agricole ou pour des petites surfaces, ou en tout cas pour des modèles agricoles existants, de trouver des terres. Et donc, il est nécessaire également de partager ces terres. Donc, il y a plusieurs propositions que l'on porte dans le cadre des municipales et en lien avec le pacte, bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le partage est en pause. Faire passer. Excusez-moi, j'ai pas la. Je ne sais pas si vous voyez ce que je, ce que je partage. Donc, Là, pour l'instant, nous, on a un petit bug avec un écran figé. d'accord. Donc, je ne sais pas. Mais je pense que là, si on remet la vidéo sur l'or, ça va aller. Non, c'est encore là. Nouveau Ah oui, partage. pardon. Nouveau partage. This one. Ok. Donc voilà, ça c'est notre 4 pages qui permet de rentrer un peu plus dans le détail de c'est quoi les menaces sur le foncier, sur les terres agricoles et les solutions que l'on peut proposer et surtout le rôle des collectivités territoriales qui peuvent agir dedans. Ici, par exemple, on voit bien que il y a des éléments, il y a des outils multiples et variés qui sont déjà existants et dans les mains des collectivités, des élus, des techniciens, pour préserver et partager la terre, notamment les documents d'urbanisme. Et donc ici, on parle, au-delà des documents d'urbanisme, d'un dispositif législatif qui permet de renforcer encore plus la protection des terres agricoles. Là, on parle des PAN, mais ça pourrait être les zones agricoles protégées. Et également pour la suite sur l'accès au foncier, des choses à proposer, à présenter, à partager. Tout ça, il y a une ressource un peu essentielle qui doit être dans la fiche technique, si je ne m'abuse, qui concerne la mesure 6. J'ai un pouce de Marie qui veut dire ce doit bien être ça. Le guide Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités territoriales, les collectivités locales, qui est disponible gratuitement sur notre site. Il faut juste rentrer un petit formulaire et mettre son mail. Ce ne sera pas le cas dans les quelques mois qui suivent. Enfin bref, on va changer notre mise à dispo des différentes ressources. Mais c'est vraiment la ressource essentielle qui fait un peu référence pour l'ensemble des collectivités sur les différentes solutions, options, et puis aussi au-delà, bien sûr, méthodes, postures pour amener les collectivités à proposer une stratégie foncière territoriale, à mener une stratégie foncière territoriale pour la transition agricole alimentaire. Dernier point que je voulais partager avec vous, c'est que, comme on le disait, pour manger, il faut des paysans, il faut des terres. Donc là, on a parlé des terres, et pour pouvoir avoir des paysans, il ne faut pas que des terres non plus. Ce n'est pas si simple que ça. Et donc, il y a un ensemble d'acteurs dans les territoires qui se mobilisent sur ces actions et qui développent des parcours d'accompagnement, notamment pour les paysans, pour les cédants, pour les propriétaires également, pour appuyer et accompagner les personnes qui souhaitent s'installer dans le cadre des projets agroécologiques pour qu'ils puissent trouver des terres, tester également leurs projets agricoles, trouver les compétences, être accompagnés par des pairs, etc. etc. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais 2 éléments importants là-dessus. Je vais reprendre le partage. Je ne sais pas si vous voyez toujours. Excusez-moi 2 petites minutes. Le partage est en pause. Bon, écoutez, tant pis. Je vous remettrai les liens potentiels, mais en tout cas, il y a une coordination agricole et alimentaire qui s'appelle Impact, qui existe dans certaines régions, et qui a un site qui s'appelle agriculturealternative.org, et vous pourrez regarder dans le pôle Impact qui est-ce que c'est. Donc, c'est aussi des personnes que vous connaissez, j'imagine, dont certains qui sont membres du pacte en tant que tel. Je pense aux AMAP, par exemple. Il y a aussi les CIVAM, il y a aussi l'Accueil Paysan, les Interafog, ou aussi l'Atelier Paysan qui travaille sur le machinisme agricole pour l'autonomie des paysans également. Donc, et puis Nature et Progrès. Donc, c'est vraiment 10 organisations qui sont présentes sur les territoires, qui sont organisées ou non sous forme d'impact, mais qui sont vraiment les organisations qui accompagnent les personnes qui souhaitent s'installer pour des projets agroécologiques notamment. Et puis, il y a un dispositif un peu particulier qui s'appelle les espaces tests agricoles, dont le réseau national est également
membre du pacte, qui est présent sur l'essentiel du territoire également. Donc, vous pourrez regarder sur reneta.fr, qui explicite un petit peu c'est quoi un espace test agricole, à quoi ça répond, quelles sont les problématiques auxquelles ce dispositif permet de répondre, et en mobilisant notamment différentes fonctions, en étant couveuse, en pépinière, donc en mettant à disposition différents outils, que ce soit justement du foncier, du matériel, mais aussi bien sûr de la formation, de l'accompagnement entre pairs, pour faire voilà, pour pouvoir tester son activité et pouvoir s'installer sereinement, tout en développant progressivement et ses itinéraires techniques, et son projet agricole, et son projet de commercialisation, etc. etc. Donc, n'hésitez pas non plus à aller regarder ce site et à interpeller les espaces tests proches de chez vous, qui vous feront également un accueil chaleureux, j'imagine. J'en ai aucun doute. Voilà pour moi, en gros. Super, merci Damien. Du coup, pas de panique pour toutes ces super ressources que Damien a citées. Elles sont en partie trouvables sur la fiche technique numéro 6, dans la partie ressources. Et sinon, on joindra un support avec l'enregistrement du webinaire qui sera disponible à la suite, où vous pourrez trouver toutes ces super ressources. Voilà. Du coup, maintenant, c'est au tour de Laure, si je ne me trompe pas dans l'ordre. Et du coup, si c'est OK pour toi, Laure, je te donne la parole. Il faut d'abord que je te trouve. Et voilà, c'est à toi. Ah non, c'est pas à toi. Bah, ça ne marche pas. C'est bon, je crois que tu peux parler. Ouais. Allô, vous m'entendez? Merci. Est-ce que le son est correct ou est-ce qu'il y a trop de bruit derrière moi? Bah, là, ça va, c'est bien. Ça a l'air d'aller pour l'instant? Ok, super. Ouais. Je suis dans un centre de danse pour des raisons personnelles, c'est pas très pratique, mais je vais faire au mieux. Donc, bonsoir à tout le monde, tout d'abord. Merci au PAC pour la transition de m'inviter. Je pense que les cantines, c'est un véritable enjeu et on en parle de plus en plus depuis 1 an, 2 ans dans les médias. C'est vraiment un sujet qui monte en puissance. Et pourquoi? C'est un levier d'action qui est extraordinaire en matière de climat et biodiversité. Pourquoi? Alors, je vais le faire en très rapide parce que là, j'imagine qu'il y a des gens convaincus, mais vous pourrez poser après des questions si ce n'est pas le cas. Mais du point de vue climatique, les grands gaz à effet de serre du point de vue de l'agriculture et de l'alimentation, ce sont les engrais azotés et le méthane. Donc, en gros, les engrais pour les grandes cultures, les cultures fourragères notamment, et l'élevage, donc les ruminants notamment avec le bovin, ou bien le porc et la volaille qui consomment notamment du soja, qui est lié souvent à la déforestation en Amérique latine. Donc émissions de gaz à effet de serre également, avec les incendies dont vous avez sans doute entendu parler depuis cet été, qui font rage dans le sud de l'Amazonie, dans le Grand Chaco notamment, donc des savanes arborées, des lieux très fragiles, des écosystèmes très fragiles au sud de l'Amazonie, et également dans le bassin du Congo ou en Indonésie. Donc je vois une carte maintenant, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, sur les enjeux climat et biodiversité, c'est clair que sur les enjeux des cantines, c'est important. Il y a à la fois, pourquoi? Parce qu'il y a une question de volume, c'est-à-dire que si on réduit l'usage d'engrais, c'est-à-dire qu'on va vers plus de bio et qu'on réduit les quantités de viande consommée, ça veut dire qu'on va également changer les mentalités. Là, je pense qu'on s'est avoir du bruit derrière moi, non? Ça va? Ok. Et donc il y a un enjeu très fort aussi sur le changement des mentalités. Et ce qui est le levier formidable en matière de cantine dans la partie municipale, c'est que les maires sont en charge de toutes les cantines primaires, pas les collèges et les lycées, mais les cantines primaires. Et que si on arrive à changer l'assiette des enfants dans les écoles primaires, ça veut dire qu'on arrive à changer leur mentalité sur le long terme. Donc c'est un changement en profondeur, un changement durable. Et ça, c'est vraiment important. C'est la raison pour laquelle Greenpeace a lancé une très grande campagne sur ce sujet des cantines. Je vous vois discuter, les filles, ça me perturbe. Je ne sais pas, dites-moi s'il y a trop de bruit. Je peux aller dans une autre salle. Ensuite, sur la partie qu'est-ce qu'on fait en attendant? Une fois qu'on sait tout ça, une fois qu'on a compris l'enjeu de l'élevage et du bio, donc la réduction de la consommation de produits animaux et tous produits animaux confondus et l'augmentation de bio dans les cantines, comment on s'y prend? Alors, je vous transmettrai aux organisatrices les liens vers un kit de mobilisation qu'on a créé qui pourra vous accompagner dans le pacte pour la transition pour vous mobiliser, mettre la pression sur les candidats parce il est possible qu'il n'ait pas envie de s'engager sur certaines mesures et vous pouvez y pousser par plusieurs moyens, des mobilisations de terrain, des mobilisations en ligne. Et à ce titre, on a un outil qui s'appelle cantineverte.fr que Greenpeace a lancé et qui permet à tout un chacun de créer des pétitions et ensuite d'entrer en lien avec les personnes mobilisées pour lancer une véritable campagne de mobilisation, c'est-à-dire se réunir, organiser des actions et faire monter le sujet dans les territoires.
Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller là-dessus et je transmettrai à la fois le lien et les outils qu'ils font avec. Ensuite, quand on se retrouve en plaidoyer, parce que ça, c'est une question essentielle, on se retrouve devant un maire, enfin devant un candidat ou une candidate, comment est-ce qu'on s'y prend pour le convaincre ou la convaincre qu'il faut absolument augmenter les proportions de bio et réduire les proportions de viande dans les cantines. Alors souvent, le bio, c'est facile. Les seuls freins qui vont se poser, ça va être des questions d'approvisionnement, le plus souvent, éventuellement de coûts, encore que. Donc ça, je vais passer en revue déjà les deux arguments que vous pouvez utiliser. C'est que pour la question du bio, il y a un observatoire national de la restauration collective qui a publié une étude et qui montre que jusqu'à 20%, 30% de bio, on n'augmente pas le prix des denrées. Si on passe à 40% de bio dans les cantines, on passe de 1,80 € en moyenne à 2 €. Donc, ce n'est pas grand-chose sur le coût pour une assiette, enfin pour le coup, pour un enfant. Donc, augmenter la part de bio, c'est possible. Par contre, ce qui se passe souvent, c'est que si vous êtes dans des villes conséquentes, c'est-à-dire qu'ils font des appels d'offres, des marchés avec des gros volumes, ce qui se passe, c'est que les producteurs souvent les plus vertueux, pas toujours, mais souvent les plus vertueux, ils ne peuvent pas prétendre à répondre à cet appel d'offres, à ce marché public, puisqu'ils n'ont pas assez de volume. Donc, ce qu'il faut faire, c'est demander aux candidats de s'engager à avoir une gestion, donc une gestion de ces marchés publics qui permettent aux petits producteurs ou aux coopératives de taille moyenne d'accéder à ces marchés. Donc ça, c'est un levier important. Ensuite, sur la viande, ça devient plus compliqué. Parce que quand on parle de viande, là, on touche à l'identité des gens, on touche à leurs tripes, à leurs émotions. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait des débats avec la FNSEA ou avec des véganes, mais tout de suite, ça se passe très mal. Non, alors je plaisante parce que les véganes, en général, ça se passe plutôt bien, mais la FNSEA, par contre, non. Et du coup, mais pourquoi? Parce que ça prend aux tripes et que en fait, quand on remet en cause la consommation de viande, tout de suite, on touche en fait le cerveau reptilien de l'humain, qui est le cerveau qui réagit sur les questions de sécurité et d'abri et les besoins tous les besoins primaires. Et en fait, quand on parle de réduction de viande, tout de suite en face, la personne, si elle est liée à l'élevage ou si elle tient la viande, elle va entendre réduction du nombre d'éleveurs ou suppression de droits. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Et en fait, ce qu'il est possible de faire en termes d'argumentation, c'est de comprendre les freins de mentalité, sur quoi il faudrait agir en termes de changement de mentalité d'une part, mais aussi comprendre à quoi est-ce qu'ils sont le plus attachés. Et donc, par exemple, là, on a le président du conseil départemental du Cantal qui a dit moi, allez vous faire voir, je n'appliquerai pas la loi Egalim, donc je ne mettrai pas en place de menus végétariens dans mes collèges. Donc, il se met hors la loi et il le fait en le criant haut et fort en disant que lui, il a des éleveurs je ne sais plus si c'est des charolaises ou d'autres vaches, de l'Aubrac dans le Cantal qui sont de la très bonne qualité et donc il ne voit aucune raison de réduire la part de viande. Et en fait, là, il y a deux choses. C'est qu'il rappelait d'une part la responsabilité mondiale que nous avons, c'est-à-dire que si on continue à consommer autant de viande, on n'arrivera pas à lutter contre le changement climatique. Et deuxièmement, que c'est un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand on réduit la part de viande, en fait, l'Observatoire national de la restauration collective a montré que toutes les cantines qui investissaient dans des menus végétariens sont aussi celles qui investissent dans de la viande de qualité. Donc bio, local, achetée au juste prix aux producteurs. Donc c'est important quand vous allez faire du plaidoyer de mettre en avant le fait que plus de menus végétariens, c'est aussi un système gagnant-gagnant et c'est meilleur pour les éleveurs du territoire puisqu'au final, ils vont s'y retrouver. Parce qu'il faut savoir qu'en restauration scolaire, il y a une grosse partie de la viande qui est importée. Ce qui est ridicule quand on sait toute la viande, tous les produits animaux qu'on produit en France. Voilà en termes de freins. Ensuite, il y a un autre argument qu'on peut vous sortir si vous allez essayer de convaincre sur la partie menu végétarien bio dans les cantines. C'est ah mais attention, les enfants ne mangent pas tous. Là. Ouais, vous me dites si vous m'entendez plus et je passe à côté. Hein. Ça commence à m'inquiéter. Ce qu'on nous dit souvent, le premier argument que j'entends moi, c'est « Ah mais attention, pour certains enfants, le menu du midi, c'est le seul repas équilibré de la journée, voire le seul repas tout court qu'il ou elle mange. Et donc, il faut absolument le bourrer de protéines pour que l'enfant, même s'il ne mange pas le soir, il reste en bonne santé. » Alors oui, c'est vrai que certains enfants ne mangent pas le soir, ou très mal. Alors ça, il n'y aura personne pour le nier. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en France, les adultes comme les enfants consomment 2 fois trop de protéines en moyenne. Donc, s'ils consomment 2 fois trop de protéines, en revanche, il manque de certains micronutriments comme les fibres. Et les fibres, on les trouve où? Pas dans la viande, on les trouve dans les légumes secs, les féculents complets. Et donc, c'est en ça que d'amener finalement des menus végétariens, mais bien construits, c'est-à-dire pas une omelette industrielle, ni un gratin rempli de fromage, mais un menu composé de légumineuses, de féculents, quelque chose d'équilibré, travailler avec une diététicienne, ça permet à la fois de répondre aux enjeux du territoire, des éleveurs, à la fois aux enjeux sanitaires, aux enjeux de sécurité alimentaire et d'équité.
Et ça permet également, et ça c'est un débat sur lequel vous risquez d'être confronté, c'est celui de la laïcité. C'est-à-dire que c'est une solution qu'on dit douce pour mettre un terme à ces débats sur la laïcité, repas halal, pas halal, sans porc, pas sans porc. En fait, mettre en place des menus végétariens, c'est formidable parce que finalement, ça permet à tout le monde d'aller manger, à toutes les religions, et il n'y a plus de sujet de religion. Donc ça, c'est important. Il faut savoir que dans certains cas, c'est un argument positif, c'est-à-dire que les maires vont s'en saisir, ou les candidats vont s'en saisir parce qu'ils vont voir en ça une solution à leurs problèmes sur la laïcité, sur le débat sur la laïcité. Et d'autres, au contraire, vont dire « Ouh là là, attention !» Et ils peuvent même accuser certains. Je travaille avec un collectif de parents composé de mamans musulmanes. Et elles se font accuser d'entrisme, de communautarisme. On leur dit que c'est de l'islamophobie. On nage en pleine islamophobie, même de la part d'associations engagées de gauche. Donc il y a un vrai travail à faire sur ce sujet-là et vous risquez d'être confrontés. Voilà, ça, je pense que je vous ai passé à peu près tous les principaux freins et arguments. Mais il y a vraiment cet enjeu, et je pense que le dernier argument sur lequel insister, c'est qu'en France, aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes qui sont engagées. Dans le monde entier, il y a des maires qui ont pris des engagements sur la réduction de la consommation de viande, notamment dans les cantines. Et en France, il y a déjà plusieurs villes comme Grenoble, Montsartou, qui est une petite ville en région PACA. À Paris, il y a le 10e arrondissement, le 11e, le 19e, le 2e. Il y a Lille également comme grande ville. Et toutes ces villes-là mettent en place 2 menus végétariens par semaine. Donc, quand je dis végétarien, c'est au sens large. Il y en a qui sont sans produits animaux du tout, donc végétaliens, et d'autres qui sont sans viande ni poisson. Et je terminerai juste sur la terminologie parce qu'elle est importante. Sachez que quand vous allez faire du plaidoyer, si vous parlez de menu végétarien, potentiellement, vous pouvez générer des crispations. Parce qu'encore une fois, les gens, quand ils entendent végétarien, ils entendent suppression de viande et donc ils voient rouge. Donc, vous pouvez par contre parler de diversification des protéines, de repas bons pour la planète, bons pour le climat. Et quand vous parlez de ça, la question des plats avec des légumineuses vient naturellement finalement en même temps que celle du bio. Voilà, et il y a un micro-point sur les cantines sur lesquels je vais insister, pas en 20 secondes, mais c'est parce que c'est un peu mon dada chez Greenpeace. C'est la question du lobbying, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lobbyistes de la viande, d'interprofession de la viande qui interviennent directement dans les classes. Donc si au passage les candidats pouvaient s'engager pour ne pas laisser les lobbyistes de la viande ou du lait venir raconter aux enfants que la viande ça rend fort et que le lait c'est leur ami pour la vie, ce serait pratique. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je pense que ça fait à peu près 10 minutes. C'est parfait. Merci pour tous ces bonnes idées et ces bons arguments. Si là maintenant, il n'y a pas la moitié des cantines françaises au moins qui passent à un repas bio par semaine, un repas végétarien, on ne comprend pas. Le repas végétarien, c'est déjà fait, parce que la loi… plus du coup. Ouais, plus. C'est pour ça que nous, on a direct demandé plus dans les fiches du pacte. C'est parce que la loi des États généraux de l'alimentation, la loi Egalim, a été votée il y a 1 an. Et les villes avaient 1 an pour le mettre en place, donc jusqu'au 1er novembre 2019. Donc à ce jour, si vous avez une ville qui n'a pas encore mis en place un menu végétarien par semaine, composé d'œufs, fromage ou légumineuses, elle est hors la loi, en fait. Donc là, l'idée, c'est de les amener plus loin. Et merci parce que du coup, je n'ai pas reprécisé. Mais ce que Greenpeace demande, c'est 2 menus végétariens par semaine. Pourquoi ? Parce que, qu'ils soient obligatoires pour tout le monde, parce qu'il y a une vraie question de volume, de réduction de volume de viande et de changement de mentalité, et que tous les enfants mangent la même chose. Et les autres jours, qu'il y ait une option quotidienne végétarienne, pour que ceux qui ne mangent pas de viande puissent ne pas en manger, c'est-à-dire qu'on ne leur impose pas. Et si jamais on vous dit, mais arrêtez de nous imposer les menus végétariens, parce que ça, on l'a tous les jours sur les réseaux sociaux, on est des extrémistes, des ayatollahs du bio, des ayatollahs de la carotte, et ce que vous voulez. Donc si on vous dit qu'on veut imposer les menus végés, il faut juste répondre, arrêtez de nous imposer de la viande. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et bien rappeler qu'on n'est pas… alors, vous faites chacun en fonction de sensibilité. Mais en tout cas, la position de Greenpeace, c'est bien de rappeler qu'on n'est pas anti-viande, mais vraiment pour du moins et mieux. Donc, réduire les imports de viande, réduire la viande, les produits animaux en général pour plus de qualité et la viande bio locale achetée au juste prix. Ça marche. Merci pour les précisions. Merci pour ton intervention. Et du coup, maintenant, dernière intervenante de la soirée, c'est Estelle qui va nous parler de commande publique responsable. Estelle, je te donne la parole. Oui, bonsoir à tous. Alors, pas de caméra de mon côté parce que je ne suis pas sûre que ça fonctionne avec le micro. C'est l'un ou l'autre sur mon ordi. Donc, si ça vous va, on va comme ça. Et puis, je partage mon écran d'emblée. Si ça fonctionne. C'est bon, vous voyez ?
Oui, ça fonctionne. Alors moi, voilà, vous ne me voyez pas, mais vous aurez un petit PowerPoint pour mon intervention, si ça veut bien se mettre en… Ouais, voilà. Bon, bonsoir à tous. Donc, je suis Estelle Dubreuil, je suis coordinatrice de Faire un monde équitable. Faire un monde équitable, c'est un mouvement citoyen qui accompagne au changement de pratique de conso et qui agit donc pour des modes de production durables le plus possible en lien avec notre consommation. On est coporteur d'une campagne qui s'appelle Territoire de commerce équitable. Et donc, à ce titre, on accompagne les collectivités depuis 10 ans à pouvoir mettre en place des achats publics équitables. Donc ce soir, je vais vous partager un peu ce que nous on fait. Voilà. Donc déjà, un petit rappel, parce que c'est important aussi de l'avoir en tête, comme Laure le faisait, c'est vrai qu'on a besoin d'arguments pour pouvoir aller rappeler pourquoi c'est important en fait de consommer différemment. Et donc notamment sur le commerce équitable, rappeler que les agriculteurs aujourd'hui dans le monde sont ceux qui vivent le plus souvent dans la misère avec moins de 1 dollar par jour. Et puis, c'est le cas aussi en France, un tiers qui vit avec moins de 350 € par mois. Pour la majorité, l'agriculture est la seule source de revenus de ces paysans dans le monde, de ces personnes. Et puis, l'organisation actuelle de la financiarisation des matières premières dans le monde fait aussi que c'est extrêmement source de pauvreté avec le fait que donc, les matières premières soient cotées en bourse. Ce qui fait que s'il n'y a pas de justice économique pour les agriculteurs, ce sera très difficile, voire impossible aussi, d'entrer dans la transition. C'est pour ça qu'il est urgent au nord comme au sud de changer de modèle de développement. En France, le commerce équitable, je vais vous rappeler un peu ce que il est encadré par la loi. Il y a déjà la loi de 2005 qui en assurait un peu les bases, mais la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire a complètement fait évoluer cette définition et a fait qu'aujourd'hui, en France aussi, on peut parler de commerce équitable. C'est plus un vocable qui est uniquement réservé aux pays ou produits, ou en tout cas aux matières premières venant des pays en développement. Aujourd'hui, les agriculteurs français aussi ont droit à l'équité. Et ça, ça date de quelques années. La loi 2014, donc sur l'ESS, veut dire quoi? Elle indique 6 piliers en fait pour le commerce équitable. C'est-à-dire que les acheteurs publics, donc les collectivités ou les autres d'ailleurs, les privés aussi, c'est la même chose, mais s'engagent à payer un prix juste aux producteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire forcément qu'il inclut les coûts de production. Ils s'engagent aussi à garantir des relations commerciales qui s'inscrivent dans la durée. La loi fixe à 3 ans, en fait, l'obligation en fait, d'un partenariat commercial, de garantir des conditions et des délais de paiement favorables, de financer des projets collectifs. Donc ça, c'est ce qu'on appelait, c'est la prime au développement au sud, mais en France, elle agit aussi avec la prime au projet collectif, justement. Les acheteurs s'engagent aussi à soutenir les organisations de producteurs avec des financements, avec un renforcement des capacités et de moyens, du préfinancement de récolte. Et puis, un dernier pilier hyper important, c'est de pouvoir expliquer pourquoi ça a du sens de changer sa consommation, d'expliquer pourquoi les acheteurs le font. Donc, il y a un enjeu d'information et de sensibilisation. Et ces 6 piliers-là que vous avez, c'est les 6 piliers de la loi ESS. Aujourd'hui, quand on parle de commerce équitable, du nord comme au sud, il faut que les acheteurs s'engagent à mettre ces 6 critères en place. De l'autre côté, les agriculteurs s'engagent eux aussi à être structurés en organisation collective, transparente et démocratique. Tous les mots sont importants. Donc des coopératives ou autres structures, mais les coopératives sont les plus répandues, à assurer des conditions de travail décentes au sein de l'organisation, à veiller à l'égalité hommes-femmes, à lutter également contre les discriminations, proscrire le travail des enfants, protéger l'environnement. Ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, 84% des produits équitables qui viennent du Sud, sont reconnus comme équitables, qui viennent du Sud de la planète, sont bio.
On est à environ la moitié des produits équitables en France, mais ça tend vraiment à avancer puisque le commerce équitable encourage l'agroécologie et l'agriculture biologique à travers différents dispositifs dont je reparlerai peut-être tout à l'heure. Un engagement aussi de la part des agriculteurs à mettre en place des projets collectifs au bénéfice de la communauté et à protéger les droits des communautés locales. Donc ça, c'est vraiment le partenariat qui est fait entre les acheteurs publics, donc vos communes et vos collectivités, et les agriculteurs. Donc, à défaut d'avoir une filière courte dont on parlait avec Terre de Liens, courte et directe, qui applique donc ces 6 piliers de la loi qui sont reconnus comme essentiels pour avoir des filières équitables, c'est passer par du commerce équitable. C'est pour une collectivité la seule garantie aujourd'hui sur des filières plus longues. Plus longues, ça peut être de quelques centaines de kilomètres déjà. D'avoir une restauration qui rémunère justement les agriculteurs, qui contribue à leur autonomisation et qui permet en fait une traçabilité certaine. Donc c'est hyper important pour toute collectivité qui veut se questionner sur sa capacité à assurer que les filières d'approvisionnement soient justes pour les agriculteurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou comment peut agir votre collectivité pour intégrer des produits équitables? Donc, comme en parlait Laure, la loi Egalim 2018 a un peu rebattu les cartes. Ce n'est pas une loi totalement satisfaisante sur tout, mais elle indique quand même un cadre, notamment sur l'agriculture biologique. Donc, il y a une obligation pour les collectivités à mettre en place certains produits. Sur la partie équitable, je ne reviens pas sur le végétarien parce que Laure en a parlé, mais sur la partie équitable, il n'y a aucun caractère contraignant. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'outils contraignants qui obligent des collectivités à mettre en place une juste rémunération. Mais en tout cas, il y a l'article 24 qui stipule que l'acquisition de produits issus du commerce équitable, tel que défini par la loi dont j'ai parlé tout à l'heure, la loi ESS, doit être développée et que les personnes morales en charge de la restauration collective doivent informer une fois par an les usagers, donc tous ceux qui viennent manger dans les cantines, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, des démarches entreprises en ce sens. Donc ce devoir aussi d'information pour pouvoir participer au changement de culture. On est aussi dans un cadre juridique favorable, donc la loi Egalim dont j'ai parlé, mais il y a aussi des dispositions importantes qui sont issues notamment de directives européennes, mais qui sont importante. Alors, ça vous parlera peut-être pas forcément, parce qu'on n'est pas tous acheteurs publics, mais ça vous permet aussi de savoir un peu comment ça fonctionne. Et il y a cette idée de pouvoir aller sourcer les matières premières et les fournisseurs, du coup, qui vont approvisionner la collectivité. Donc, le sourcing, il est encadré par le code de la commande publique et c'est un outil qui est essentiel parce qu'il permet d'interroger les fournisseurs, de pouvoir, la collectivité a la capacité de pouvoir demander à chacun des fournisseurs de pouvoir s'aligner sur la demande de la collectivité. Et de pouvoir du coup identifier ce qui est possible de faire en termes de structuration de filières et d'approvisionnement. Donc, en amont du marché, les acheteurs publics peuvent donc faire appel à des experts, prendre contact auprès de ses fournisseurs et donc de pouvoir avoir la certitude que la matière première existe, de faire des études de marché. Donc, ce sourcing, il est obligatoire et c'est vraiment un outil de la commande publique essentiel pour les communes de toute taille. Il y a la possibilité aussi, un autre dispositif qui est largement utilisable pour avoir des produits équitables du nord comme du sud, dans la commande publique, dans la restauration collective, c'est de faire appel à un label en particulier. Ça, c'est assez simple puisque la plupart des labels de commerce équitable que vous avez là sous les yeux, donc, qui sont ceux qui sont reconnus par Commerce Équitable France, donc il y en a 6. Et donc, ces labels ont des référentiels en ligne dont la collectivité peut s'inspirer pour pouvoir rédiger ces appels d'offres.
Et elles ont aussi la possibilité donc de faire appel, d'exiger un label en particulier. Ces 6 labels, donc il y en a qui sont vraiment, comme vous le voyez, spécifiques sur le nord-sud, et puis d'autres qui sont bien plus universels, qui peuvent parler à la fois des agriculteurs français, des productions françaises, comme des productions internationales. Et puis on en a un, Agriéthique, qui est vraiment spécifique à l'origine France. Donc tout cela, en fait, on retrouve en ligne tous leurs référentiels, et donc vous pouvez aussi vous en inspirer pour pouvoir parler des critères sociaux et environnementaux qui sont importants à mettre en place pour une transition. Une des choses à spécifier, c'est que ces 6 labels, ils sont reconnus parce que notamment, ils ont tous un contrôle externe. Et c'est ça qui en fait la qualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, seul un contrôle externe à ces labels et aux communes ou aux entreprises même peut garantir le caractère équitable d'un produit. On a aussi des démarches engagées qui ne sont pas labellisées, mais qui sont reconnues également comme équitables et que les communes peuvent largement utiliser et intégrer dans leurs appels d'offres. On a celle déjà de Biocoop, qui a l'avantage de structurer des filières équitables et bio en France, largement. Et puis, on a aussi Paysans d'ici, qui est une marque d'étiquable, et qui permet aussi à de nombreux agriculteurs français de pouvoir approvisionner en équitable et en bio. Un autre point important de la commande publique qui permet d'intégrer des relations équitables avec les agriculteurs, c'est l'allotissement. Là aussi, ça ne nous parle pas à tous, mais en tout cas, un acheteur public de votre commune pourra largement savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, l'allotissement, donc c'est-à-dire la possibilité de séparer en lots des produits pour éviter éventuellement qu'un marché public ne soit pas fructueux, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas répondre à l'offre et que des petits producteurs n'aient pas suffisamment le volume pour y répondre. Là, il y a la possibilité en fait de segmenter en lot l'appel d'offres et donc de pouvoir y répondre. L'allotissement, ça permet absolument à des producteurs, des agriculteurs français notamment, de territoire, de pouvoir répondre à des marchés publics. Ça, c'est aussi, il y a les outils pour pouvoir répondre aux appels. Un autre point aussi à savoir, je vous donne tout ça parce que c'est important, ça peut être aussi un des arguments de dire, ouais, mais on n'a pas les outils et on ne peut pas le faire. Si, en fait, globalement, on a pas mal de choses dans notre escarcelle pour pouvoir mettre en place des relations équitables. Donc, il y a tout ce que je viens de vous citer, et puis il y a aussi le fait de pouvoir, dans la rédaction des marchés publics, mettre en place, ou en tout cas indiquer la volonté politique d'avoir des produits équitables du Nord comme du Sud. Donc, comme je le disais, vous pouvez vous appuyer sur les référentiels des labels. Il est possible que la commune s'appuie sur les référentiels des labels, qu'elle indique clairement sa volonté d'avoir des produits équitables et bio. Et puis, il y a une chose importante sur cette équité, en tout cas sur cette juste rémunération, c'est dans les critères d'attribution. Là aussi, il faut absolument demander aux collectivités de relever la pondération du critère prix au-dessus de 50%. Si on reste en dessous, en fait, c'est d'autres critères qui seront pris en charge avant cette importance du prix. Et donc, c'est un des critères que nous, on porte le plus possible avec les collectivités pour permettre des relations équitables. Je vous ai mis en bas un rappel pour savoir un peu comment ça fonctionne justement quand on fait des achats publics entre les appels d'offres obligatoires à partir de 200 000 €, l'appel à concurrence sans appel d'offres mais qui nécessite quand même de faire une publication au-dessus de 25 000 € et qui va être remonté au 1er janvier, j'ai plus le chiffre exact, mais qui sera aux alentours de 40 000. Et donc, ça veut dire qu'en dessous, on va pouvoir faire du gré à gré, donc c'est-à-dire que la collectivité puisse intégrer concrètement ce qu'elle souhaite comme relation ou comme achat responsable. Et donc, ce gré à gré va être relevé lui aussi. Et donc, on va pouvoir faire bien plus d'achats publics responsables grâce à ce changement et au fait d'être un peu moins
obligés de passer par des appels d'offres. Dernière chose sur les produits alimentaires qui peuvent exister aujourd'hui en filière équitable. Évidemment, on peut s'appeler Moins-Sartou et avoir des filières, une régie agricole intégrée et donc passer en circuit court le plus possible. Ça, c'est le top. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a la possibilité donc, de faire appel à des produits en filière plus longue, donc soit française, d'autres régions, soit d'autres parties du monde. Et donc, ça, c'est la première ligne de mon slide de restauration collective. Vous voyez qu'il existe riz, épices, desserts, les céréales, le pain aussi, qui est largement possible en équitable français. Donc ça, il ne faut pas hésiter à pouvoir parler de tous ces produits qui sont aujourd'hui dans les filières, sont structurés et qui peuvent répondre à la demande en gré à gré ou qui peuvent le faire au-delà. Il y a aussi la possibilité pour les collectivités, et ça c'est important aussi de ne pas oublier, il n'y a pas que l'alimentaire, on est là sur l'alimentation, mais il y a aussi tout ce qui peut être possible en vêtements professionnels qui peuvent aussi complètement changer la donne sur des matières premières qui viennent d'un peu plus loin, notamment le coton. Pour terminer, après avoir dit tout ça, il y a une volonté, il y a une chose essentielle que vous, collectifs locaux, sur laquelle vous pouvez largement appuyer, c'est effectivement vouloir transformer sa restauration collective. C'est essentiellement une décision politique et donc ça doit partir du conseil municipal et notamment en faisant en sorte que ce soit inscrit dans la plupart des documents de la collectivité. Ça, c'est une des premières choses à pouvoir gagner, c'est de pouvoir non seulement voter des délibérations par le conseil municipal, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit inscrit, cette volonté dans des comptes rendus, mais aussi dans tous les documents qui peuvent engager sur le long terme la collectivité, dans les chartes développement durable, les stratégies achats, tout ce qui peut concerner la transition. Et j'ai parlé de Moins-Sartou, Laure en a parlé aussi, on pourra revenir dessus. J'avais mis des bonnes pratiques, tout ça pour montrer que ça existe. Je vous enverrai le PowerPoint, il y a plein de choses possibles. À Lyon notamment, qui met en place, qui fait en sorte d'avoir uniquement du riz et de la semoule en bio équitable. Et puis, j'accélère parce que je pense que j'ai explosé le temps. Quelques ressources pour vous aider, le guide des achats publics des produits issus du commerce équitable, donc nord ou sud. Une vidéo qui est super sympa, qui explique comment c'est possible dans un restaurant scolaire de mettre en place des produits différents. Le réseau 1+ bio, que je vous invite à aller voir pour transformer ces cantines en bio et puis avec une partie équitable, et puis Moins-Sartou qui reste quand même un des fers de lance en fait de cette transformation de la Restoco avec une brochure. Voilà, et puis je crois que c'est tout. Donc si vous avez plein, j'ai mis mon contact, mais j'en ai fini. C'est bon ? Oui, merci beaucoup Estelle merci beaucoup pour ton intervention. Alors, je vais arrêter ton partage d'écran, bien que oui, pardon. C'était parfait, voilà. Du coup, maintenant, si vous avez des questions à ce sujet, à ces 3 sujets, c'est le moment de les poser à partir de l'onglet Converser que vous trouverez en bas de votre écran. Du coup, on va les prendre dans l'ordre et on va tenter d'y répondre. Donc, dans un premier temps, les questions qui sont en rapport avec la thématique du jour. Et après, si on a le temps, si vous avez des questions plus générales, ce sera possible de nous les poser aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est dès maintenant et tout de suite. Du coup, on a une première question de Philippe qui demandait, ça c'est pour Laure, qu'est-ce que risquent les communes si elles ne proposent pas le minimum légal du coup de 1 repas végétarien par semaine? Donc, est-ce que, Laure, tu es encore parmi nous et est-ce que tu veux bien répondre à cette question? Ou est-ce que tu peux déjà répondre à cette question? Attends, c'est bon. Je suis pas garé encore. Ok, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle risque? Alors, officiellement, pas grand-chose. C'est-à-dire que la loi Egalim n'est pas contraignante, donc il n'y a pas d'amende prévue ou
ou de contraintes vis-à-vis d'une ville qui n'appliquerait pas la loi EGA. Pour autant, on va être quelques associations à porter des cas juridiques, en fait, c'est-à-dire qu'il va être possible, et tout à fait possible pour un citoyen, une citoyenne, d'engager un recours juridique pour une ville, une collectivité qui ne mettrait pas en place la loi Egalim. Et elle gagnerait, puisque ça prendrait du temps, ça prend peut-être 1 an, 2 ans, mais elle gagnerait au final et la ville pourrait être condamnée à payer des dommages et intérêts. Voilà. Donc voilà, il y a ça. Et après, il y a aussi, on va remettre à jour, en janvier, on va lancer une grande enquête contributive sur les menus VG. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va vraiment demander aux gens d'aller voir les menus et de nous dire si la ville respecte ou pas la loi, s'il va même plus loin, beaucoup moins loin. Et on va publier une grande cartographie au mois d'avril-mai, comme on l'avait fait il y a 2 ans, et ça avait cartonné. Et donc là, s'il y a des villes qui ne mettent pas en place la loi, elles n'auront vraiment pas l'air malines. Donc au-delà de l'aspect juridique, il y a aussi cet aspect d'éthique et d'étiquette et d'image, finalement. Voilà, pour cette question-là. Ça marche, merci beaucoup pour ta réponse. Là, on a Hugo qui demande quels sont les grands écueils concernant le respect de la concurrence dans la commande publique. Eh bien, Estelle, si tu as la réponse à cette question, je à y répondre. Attends, tu n'as pas la parole, ça ne marche pas. C'est bon, Estelle, si tu veux répondre à cette question, oui. Ouais, j'ai pas la réponse là comme ça, mais je peux chercher et je peux l'envoyer carrément, répondre à cette question sur les écueils. Les grands écueils, c'est quoi? Les grands écueils, c'est les principales difficultés, c'est ça? Enfin, ce qui Ouais. pose problème? Je ne sais pas si Hugo n'a pas précisé, mais… Tu veux préciser, Hugo, ta question? Parce que les grands écueils, en fait, il y a un écueil. Il y a un écueil qui est, c'est le local, c'est-à-dire que dans un marché public, on n'a pas le droit d'inscrire qu'on veut des produits locaux. Cependant, ça fait des années que ça existe à cause du Code des marchés européens et en fait, les villes savent très bien le contourner. Il y a même eu un guide du gouvernement lui-même, enfin du ministère de l'Agriculture pour le contourner. Donc, il suffit de marquer que les enfants, par exemple, doivent pouvoir visiter la ferme où c'est produit dans les 24 heures ou dans la journée. Et auquel cas, on se retrouve avec forcément du local sans avoir écrit local. Ça, c'est un des écueils qui n'en est plus un vu les contournements qui existent. Et après, par rapport au marché public, en fait, c'est la question d'allotissement. C'est ce que disait Estelle. C'est-à-dire qu'en fait, une ville, elle peut mettre ce qu'elle veut dans un cahier des charges. Honnêtement, à part la question du local, elle peut tout mettre. Elle peut mettre 100% de bio si elle veut, tout VG si elle veut, tout label rouge, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment d'écueil. En fait, la ville, elle a entre les mains un gros pouvoir. Et après, par contre, là où ça pêche, c'est quand une ville fait des gros allotissements, c'est-à-dire qu'elle demande des gros volumes à un même producteur, quoi. Et auquel cas, seuls les plus industriels peuvent répondre. Et dans ce cas-là, la seule façon pour la ville de revenir à des produits frais de qualité, c'est de découper ce marché public en plusieurs lots. C'est-à-dire, au lieu de dire je veux 900 tonnes de tomates, elle va dire je veux 100 tonnes de tomates cœur de bœuf, et puis 300 plutôt comme ci, et puis 50 plutôt comme ça. Et à ce moment-là, des plus petits producteurs vont pouvoir accéder au marché. Voilà. Je ne vois pas d'autres grands écueils personnellement. Après, Estelle, tu auras d'autres réponses par écrit. Bah non, mais après, moi j'aurais dit un des écueils à éviter, c'est aussi là, ce que je disais de mal indiquer ces critères d'attribution. Parce qu'en fait, tout est possible. Comme le dit Laure, on peut ou on peut, voilà, on peut faire, mais des fois, on ne sait pas qu'on peut faire. Et puis, des fois, on ne peut pas forcément faire. Donc clairement, la question il y a un gros enjeu à former les acheteurs publics à pouvoir accompagner la transition localement. Donc, nous, on essaie de le faire. Donc, je pense qu'il faut que les acheteurs publics soient bien renseignés là-dessus avec les bons arguments. Et puis, notamment pour leur indiquer de ne pas se planter sur les critères d'attribution. Parce que c'est comme ça aussi qu'un marché peut se révéler infructueux. Et ça, c'est pas bon du tout. Quand il y a la demande, par exemple, politique sur tel produit sur tel volume, et qu'au final, le sourcing, enfin la démarche d'interrogation des fournisseurs a été mal faite ou n'a pas été faite. Et au final, le marché se révèle infructueux. Donc, on ne peut pas avoir le produit bio et équitable
qui a été demandé dans l'appel d'offres. Et là, dans ces cas-là, on est un peu mal. Donc, vraiment, de mettre en place des critères d'attribution hyper clairs avec les critères socio-environnementaux les plus clairs possibles et avec une pondération, puisqu'on est obligé de pondérer les critères d'attribution, donc avec une exigence de sortir de cette question du prix, en fait, de faire en sorte que le prix ne soit pas ce qui va guider, qui va obliger la collectivité à choisir du coup le prix le plus bas. Et j'aimerais rajouter un élément qui est important aussi, parce que parfois, il faut se mettre aussi à la place des personnes qu'on a en face, des candidats ou des maires, parce que parfois on se dit, mais oui, il suffit de faire ça, c'est facile, et en fait, c'est pas si facile. Et j'ai rencontré des maires qui se retrouvaient bloqués parce qu'en fait, il y avait des producteurs bio, qui avaient des terres bio donc autour de leur ville, mais en fait, les producteurs bio, ça les arrangeait bien plus financièrement de vendre en AMAP ou au détail à leur ferme que de fournir la cantine du coin qui veut des gros volumes et qui demande de s'engager quand même sur le long terme. Et parfois, ça les arrange d'avoir un engagement sur le long terme, d'avoir des contrats pluriannuels, des gros volumes, mais parfois pas du tout. Et donc, c'est aussi bien de bien connaître son territoire et de bien sonder avant de faire des demandes qui pourraient être exubérantes si la personne a vraiment essayé, qu'elle est confrontée à des problèmes de ce type. Voilà, faut un peu connaître ce qui se passe concrètement. Et la régie agricole, en ça, c'est un super outil. Et le plan alimentaire territorial aussi, parce que ça permet de mettre tout le monde en discussion, de ensemble décider qu'on veut une alimentation saine pour notre cantine et donc d'engager des producteurs qui peut-être ne se seraient pas engagés s'il n'y avait pas eu de discussion. Il y avait une question plus pour Damien, je crois, non, sur récupération des terres. Oui, il y a deux questions. Pour Damien, si je redonne la parole. Si tu veux bien. Il y a une question sur la réduction, la division par 2 des émissions de gaz à effet de serre et une question sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la mesure 6. Oui, et les 3 carottes d'EcoCert auxquelles je pourrais répondre aussi. Ouais. Alors attends Damien, j'arrive pas à te donner la parole. Il y a le bouton. Ah si. Quand sur rétablir mon son, ça marche mieux, étonnamment. Oui, donc par rapport à la question de Jean-Christophe, j'ai donné quelques éléments. En effet, réduire les gestes de 50%, c'est un bon objectif. 2050, c'est sûrement un peu loin. Ça a ripé, j'imagine que ce n'est pas un horizon à 20 150, bien sûr, par rapport à ma réponse dans le chat. Toujours est-il qu'avec Parcelle, on se rend compte qu'en réduisant seulement de 25% la consommation de viande, cela permet de réduire de près de la moitié l'émission de GES par rapport à tout ce qu'on a vu aussi par rapport à Laure tout à l'heure, notamment sur les filières porcines, volaillères, etc., et avec la déforestation importée en lien derrière. Et la deuxième question, du coup, qui était plus sur comment est-ce en tant que citoyen, on peut s'engager pour la préservation des terres. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent exister, ça dépend des assos locales. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, Marie, mais on développe de plus en plus ce qu'on appelle des dispositifs de veille foncière citoyenne, c'est-à-dire qu'on organise des sorties collectives avec les différents citoyens, membres de Terre de Liens, voire avec des élus et ou des paysans du coin, pour pouvoir s'organiser, pour repérer les terres qui vont être disponibles bientôt. Après, au-delà de ça, c'est là où la collectivité a un rôle essentiel à jouer parce que il y a un élément que je ne vous ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a près de la moitié des chefs d'exploitation, je crois que c'est ça le chiffre, j'ai peur de raconter n'importe quoi, mais en tout cas, il y a près de 10 millions d'hectares, donc c'est le tiers de la surface agricole utile française qui va changer de main, entre guillemets, dans les 5 années par rapport au départ à la retraite de l'ensemble de la population agricole baby boomer. Donc le premier, en tout cas, si on veut avoir un impact important par rapport à la préservation des terres et pour pouvoir orienter les terres vers du bio, il y a un levier énorme à ce niveau-là. Et ça, c'est des chiffres que le citoyen ne peut pas avoir en tant que tel. Par contre, la collectivité avec la MSA, oui. Et la SAFER également, qui est essentiel à avoir dans la boucle pour pouvoir être au courant de l'ensemble des mouvements des terres agricoles sur leur territoire. J'espère que ça répond en partie, au moins. Merci Damien. Du coup, Laure, tu disais que tu pouvais répondre à la question des 3 carottes d'EcoCert. Du coup, je te laisse y répondre.
Au cas où, donc EcoCert en cuisine a fait un label. Donc EcoCert, c'est la certification qui labellise beaucoup de choses, et notamment cette partie en cuisine depuis quelques années. Et ils ont un label qui est avec des différents critères. Et avec une carotte, on a une certaine base. 2 carottes, c'est mieux. Et 3 carottes, c'est encore mieux. Le label, la partie 3 carottes, oui, je la trouve vraiment bien. Elle était encore mieux il y a 1 an. Alors, elle n'a pas changé. C'est juste que depuis qu'il y a la loi EGA, ça oblige toutes les villes à aller à un menu végé par semaine plus 20% de bio, ce qui fait que la carotte, enfin, la première carotte d'EcoCert devient la loi, en fait. Donc là, ils sont en train de réfléchir au sein d'EcoCert à comment rehausser l'ambition du label en cuisine. Mais par contre, ce 3 carottes, oui, il est intéressant parce que j'ai plus tous les indicateurs en tête, mais il y en a plein, ils sont complets. Ça va aussi sur le bien-être des salariés, les produits utilisés pour faire le ménage, pas de produits chimiques dans les aliments. Enfin, il y a tout un tas des produits frais cuisinés, voilà. Et donc, il est plutôt bien construit, oui. Et le fait d'avoir EcoCert dans la démarche, c'est bien parce que même si c'est payant, puisqu'il faut payer des certificateurs qui viennent, qui se déplacent, qui font le taf, c'est un super outil pour s'améliorer et faire le point sur sur différents critères. Donc oui, c'est bien. Ça marche, merci. Alors, on a une question qui sort un peu du cadre agriculture alimentation de TED, mais qui reste sur le côté commande publique responsable. Oui, il dit que souvent le bio, l'équitable est à un coût supérieur au conventionnel, en donnant l'exemple du coup que dans sa commune, il a fallu acheter un car scolaire et que le diesel a été priorisé vis-à-vis de l'hybride puisqu'il était trop cher. Donc, pas agriculture alimentation, mais c'est quand même une question de coût. Et du coup, il demande quel argument donner vis-à-vis de ces différences de coûts. Alors, équitable, je laisserai répondre Estelle, c'est ça, je crois. Mais par contre, pour le bio, je vais redire ce que j'ai dit. En fait, il existe ce qu'on appelle l'Observatoire national de la restauration collective bio et durable, donc qui est piloté par l'association 1 Plus Bio, notamment. Et en fait, le président d'1 Plus Bio, c'est aussi le maire adjoint de Montsartou, cette petite ville exemplaire qui fait des choses super en alimentation. Donc, c'est pas pour rien. Et en fait, cet observatoire, il a montré que jusqu'à 20% de bio, ça ne changeait pas les coûts. C'est-à-dire que le coût des aliments dans l'assiette de l'enfant, c'est en moyenne 1,82 €. Si on va plus loin, que je crois qu'ils ont montré que jusqu'à 30%, il n'y avait pas de changement. Et à 40% de bio, on va jusqu'à 2 €. Mais c'est rien parce que le coût d'un repas, en fait, si on inclut les salariés, la structure, donc tous les coûts hors aliments, ça coûte à la collectivité 7, 8, 10 €. Donc passer d'1,80 € à 2 € pour une assiette, c'est pas démentiel. Là où il peut y avoir un impact, et c'est bien de le savoir, c'est que quand on passe à des options végétariennes quotidiennes, là par contre, même le menu végétarien peut réduire le coût, en fait, ça peut générer une augmentation de la fréquence. Et comme il y a une forte population musulmane en France, dans les villes où il y a une option qui a été mise en place, parfois il y a eu jusqu'à 30% de gamins en plus à la cantine. Ce qui est super en matière d'équité sociale, mais ce qui peut faire peur aux villes quand elles le savent, quand elles font des études sur ça, parce que si elles voient ça, elles peuvent se retrouver avec des cuisines trop petites. Enfin, concrètement, juste, elles ne savent pas gérer ça. Donc, il y a un vrai levier en matière d'équité sociale, mais c'est quelque chose à prendre en compte parce que ça peut impacter juste la structure, les lieux d'accueil et également le coût, puisque même si le repas coûte moins cher au niveau individuel, le total est plus grand, donc ça peut coûter plus cher au final à la collectivité. Mais le bio, ça va à peu près. Le bio, ça coûte plus cher quand on le lance, quand on structure des filières, quand on crée ce qui n'existait pas, des filières locales de pain, de salade, de viande bio. Mais par contre, une fois que c'est lancé, ça diminue les coûts plutôt, ou ça les laisse stables. Ça marche, merci, merci Laura. Est-ce que Estelle, tu veux rebondir oui, rebondir à ça? Je te laisse la parole si jamais tu veux, et sinon. Ah oui, super, je ne savais pas comment intervenir. Merci Marie. Oui, Laure a dit pas mal de choses. Je ne sais pas si je complète ou si je continue un peu. En fait, clairement, il faut, parmi les arguments pour les collectivités, c'est essayer de faire penser global, comme le disait Laure, c'est-à-dire de pouvoir faire prendre conscience de tout ce qu'il y a comme coûts cachés supplémentaires qui ne sont pas pris en compte dans la réflexion au moment où on va faire effectivement l'achat. Donc, typiquement sur la cantine,
on va parler du quart, mais sur la cantine, c'est de pouvoir se poser comme question, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme action en dehors qui vont pouvoir réduire les coûts. Donc voilà, de dresser un panorama complet des coûts qui sont pris en charge par la collectivité sur l'action. Et puis, nous, ce qu'on dit souvent, c'est voilà, de penser aussi à qu'une restauration collective, ça agit beaucoup, ça agit pour l'intérêt général, en fait. C'est-à-dire que un prix équitable payé aux agriculteurs, ou une agriculture bio, ben oui, ça a un coût de payer le prix des coûts de production, voire plus. Ça a le coût de pouvoir intégrer tout ce que peut coûter à l'agriculture bio en main-d'œuvre, en intrants différents, etc. Donc, tout ça, ça se retrouve effectivement dans le prix, mais ce prix-là, il est à imaginer en fonction du coût global et de ce qu'on aura à payer à moyen terme, en fait. Donc, c'est vraiment essayer de faire sortir les collectivités de cette logique prix. Et je sais que c'est pas toujours simple, mais on peut y arriver, comme l'a fait Montsartou, on revient sur eux encore, mais aussi en faisant prendre conscience de tout ce qu'on pouvait gagner sur des plans comme la réduction du gaspillage alimentaire, qui est une vraie problématique dans la restauration collective et qui peut permettre, en fait, quand on réduit ce gaspillage, on peut largement avoir suffisamment de restants pour pouvoir acheter bio et équitable, sans compter voilà, de tout ce que ça transforme sur le territoire en plus. Oui. Est-ce que je peux compléter sur les questions steak de soja et Pâques? Vas-y, si tu veux compléter, tu as la parole. Super, en le faisant rapidement. Alors la PAC, c'est un vaste sujet, on pourrait faire tout un webinaire rien que sur ça. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a énormément d'organisations qui travaillent, réunies dans ce qu'on appelle la plateforme pour une autre PAC. Vous pouvez aller voir, il y a un site internet, Greenpeace en fait partie, mais il y a tout un tas d'autres organisations, notamment agricoles et environnementales, qui travaillent ensemble sur ce sujet. Et la PAC, clairement, on essaye de faire pression, on essaye de le transformer. Et oui, c'est pas évident. Enfin, quand on a plus de 25 pays autour de la table pour prendre des décisions avec des intérêts économiques divergents, forcément, ça pose problème. Donc, c'est pas demain la veille qu'on va transformer, genre révolutionner la PAC. Par contre, on arrive à gagner petit à petit un peu de terrain. Mais aujourd'hui, là, on est en plein négo et c'est trop tôt pour. Voilà, merci pour le lien, Damien. Mais c'est trop tôt après pour dire ce que ça va donner, ce que les négociations vont donner. Mais il y a vraiment besoin de mettre la pression. Après, moi, je crois vraiment que le pacte pour la transition, il est important parce que c'est au niveau local que ça se passe. Aujourd'hui, on sait à quel point c'est difficile de transformer des politiques nationales ou européennes. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin d'agir au niveau local. Et on sait que c'est possible quand il y a la volonté politique, on y arrive. Et plus il y aura de l'engagement au niveau local, plus on pourra peser sur des politiques agricoles communes, notamment, donc européennes. Voilà, je voulais dire ça. Et après, sur les steaks de soja donnés en menu végétarien. Alors, on est d'accord, je vais le dire une bonne fois pour toutes, c'est que quand on met en place des menus végétariens, ce qu'on veut, c'est des produits frais, cuisinés, équilibrés, et donc le moins transformé possible. C'est-à-dire qu'on préfère un dalle de lentilles ou un haricot sin carne, donc haricots rouges, riz, tout ça, plutôt qu'une galette de soja transformée plein de produits chimiques. Maintenant, il faut savoir que pour des villes, surtout quand elles proposent une option quotidienne végétarienne, en fait, il n'y a pas beaucoup de recettes qui existent à l'heure actuelle. Enfin, le lien n'est pas encore fait. On est en train de travailler là-dessus avec le gouvernement, mais il n'y a pas encore de recettes qui circulent. Et donc, c'est bête, hein, mais c'est un frein que j'ai rencontré partout en France. Il y a un vrai manque de recettes et donc de recettes qui plaisent aux enfants, qui ont été testées sur des gros volumes, parce que ce n'est pas des recettes qu'on fait à la maison. Et du coup, parfois, il y a des recours à des falafels, un burger végé, une pizza végé. Et moi, je considère que c'est OK dans un premier temps. Ce n'est pas l'idéal, mais en termes de progression, quand on passe de 0 menu végétarien à un tous les jours ou un toutes les semaines, de temps en temps, qu'il y a une galette de soja, si elle n'est pas bourrée de produits chimiques, c'est OK. Et il y a vraiment une différence. Enfin, il y a galette de soja et galette de soja. Il y en a qui sont faites même maison et qui sont très bien. Parfois un peu sèche, c'est pas parfait le goût, mais ça passe, enfin, les enfants peuvent aimer. Et par contre, il y a la galette de soja industrielle. Et là, je lis galette de soja qui vient du Brésil. J'aimerais bien vérifier cette information parce qu'en général, les galettes de soja, elles sont produites justement en France avec du soja français non OGM. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la demande, elle explose et que les gens qui demandent des menus végés, donc des galettes de soja, sont aussi les gens qui font attention au bio, au local, etc. Donc, il faut vraiment différencier le soja qui provient du Brésil pour l'alimentation animale.
Donc le soja OGM produit qui détruit la forêt et qui est donné à manger aux cochons et à la volaille, du soja qui est produit en France et qui est à l'alimentation humaine. Le soja du Brésil n'est pas donné à l'alimentation humaine en France. Voilà. Ça marche, merci, merci Laure et Estelle pour vos réponses. Pour l'instant, nous n'en avons pas d'autres sur le fil de discussion. En tout cas, pas auquel on ait déjà répondu. Peut-être que vous avez maintenant des questions un peu plus générales sur le pacte, ou peut-être que l'un d'entre vous a envie de partager une expérience qu'il a au sein des collectifs du pacte, ou en tout cas quelque chose que ici. Voilà. Sinon, si tout le monde a autour des... Il y a une question sur le bio bas de gamme. Ah oui, à laquelle on n'a pas répondu. Je ne sais pas si d'autres le complétaient, mais en gros, le bio bas de gamme, c'est ce que disait Damien à un moment donné, c'est on a besoin en fait d'avoir dans les cahiers des charges des villes du bio et du local et travailler en projet territorial, en tout cas construire avec les citoyens, les agriculteurs locaux. Et en fait, quand on fait du local et bio et qu'on achète des producteurs du coin, en général, c'est pas du bio bas de gamme. Le bio bas de gamme, c'est du bio qui est acheté en Pologne, en Espagne. Donc normalement, on a de quoi lutter facilement avec cet axe local et payer au juste prix aux agriculteurs du coin. Voilà, s'il y a des questions générales, moi je vais filer. Du coup, Oui, ça marche. Merci beaucoup, Laure, okay pour tes réponses. Et on se recontacte pour le lien vers toutes les ressources dont tu as parlé, pour les mettre à disposition. Ça marche. Eh bien, merci à tout le monde. Bon courage. On a vraiment besoin de vos niveaux locaux. Donc, j'espère que... c'est bonne suite. Et j'y crois. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Merci. Alors, commande publique. Ted qui nous dit qu'il bosse dans un service de l'État et que si on a des exemples de bonnes pratiques, il est preneur, car dans son ministère, le ministère de la Transition écologique et solidaire, il y a une belle marge de progrès. Alors Estelle, est-ce que tu aurais des exemples de bonnes pratiques à donner à TED? Mais là, du coup, pour TED, c'est pas à l'échelle locale, c'est ça? Oui, là, c'est plus un petit conseil perso au quotidien. Estelle, est-ce que tu es dans les parages? Oui, effectivement, c'est pas local, mais vous m'entendez? Oui, on t'entend. Okay. Il y a plein de choses à faire, surtout au ministère. C'est clair que ça serait l'occasion d'être totalement exemplaire. Nous, on est intervenu pas mal pour faire déjà de la sensibilisation au ministère de la plupart des agents et des fonctionnaires pour pouvoir expliquer comment on pouvait consommer différemment. Et il y a un bureau de l'exemplarité au sein du ministère qui travaille à mettre en place des achats publics responsables déjà au sein de du ministère. Donc après, on est en lien avec le ministère pour pouvoir intégrer, changer la restauration collective. Après, il y a des exemples de bonnes pratiques qu'on a mis au sein dans mon PowerPoint, il y en a quelques-uns. Après, c'est vrai qu'on sort du cadre des communes là, plus dans le cadre du ministère. Mais je peux envoyer d'autres choses, d'autres bonnes pratiques éventuellement qui soient un peu plus qui soient spécifiques, pas sur le ministère, mais sur des structures un peu plus grandes en fait. Je ne sais pas si on peut envoyer en direct à TED. Oui, tu peux dans l'onglet converser, normalement, tu peux écrire. D'accord. Si tu veux, donc tu peux mettre un lien, effectivement. Okay. Voilà. Merci. Et en plus, Damien ajoute une ressource sur le resto responsable. Qui est une campagne de la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui est aussi partenaire du Pacte pour la Transition. Maintenant, qui n'est pas partenaire du Pacte pour la Transition? C'est la question.
Très bien. Eh ben, il est 20h24, les amis. Du coup, peut-être une ultime question, si vous en avez une. Et sinon, on peut se dire au revoir. Et puis, merci. On peut aussi dire surtout merci à Damien, Estelle et Laure qui est déjà partie pour avoir pris de leur temps et nous expliquer tout ça. Du coup, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça va être possible de retrouver ce webinaire en ligne et de le re-regarder si vous voulez, ou en tout cas de le diffuser auprès de vos voisins et autres. Et aussi, on mettra en ligne un support qui reprendra toutes les ressources dont il a été question aujourd'hui, en espérant qu'on ne va pas en oublier. Voilà, c'était le mot de la fin. Voilà, Je vois une remarque de. Oui, au revoir à ceux qui filent. Stéphane, par rapport à la médiatisation, ouais, c'est noté en tout cas. Enfin, effectivement, pour le moment, on a envoyé un communiqué de presse assez large. On a plutôt touché la presse papier et web, mais les radios et télé, c'est tout à fait noté. Je pense que ce sera sans doute plutôt début 2020. Mais en tout cas, on a bien ça en tête. Voilà. c'est trop tard. En vrai, on fait ce qu'on peut. Mais merci. Il faut pas hésiter à insister, vous, auprès de la presse locale. Il y a énormément de retombées au niveau local. On en fait une revue de presse et il y a tous les jours des articles dans la presse locale qui parlent de l'action des collectifs. Donc, visiblement, la presse locale est super sensible à votre action. Et il faut, avec plaisir, si vous voulez leur écrire. C'est vrai que nous, comme on est une toute petite équipe, on fait ce qu'on peut et on priorise un petit peu les actions. Et on a déjà écrit surtout à une très très large base de contacts de journalistes. Mais par contre, effectivement, si vous avez des noms spécifiques à nous communiquer, on a une base d'à peu près 1500 contacts qu'on a déjà sollicités. Et pour le moment, les radios n'ont pas réagi en tout cas. Mais voilà, s'il y a des idées, de contact, ok. Mathieu Vidard sur Inter, je note. je note. Oui, on va le faire dès qu'on peut. Bon. On a hâte de passer à la radio. Ça marche. Merci à tous d'avoir écouté et d'avoir posé vos questions. Et Oui. du coup, on se retrouve pour un prochain webinaire en janvier sur la justice sociale. On a déjà la date, c'est et l'accès au 8 janvier, je crois. 8 janvier, ouais. Justice sociale, accès au droit avec Emmaüs et les États généraux des migrations, il me semble. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour vos encouragements. Ça merci, fait plaisir. Oui. Et à très vite. Par mail, sur le groupe Facebook Collectif Locaux. Merci à vous. Voilà. Bonne soirée.